Martin Luther King. Quand je vois la situation actuelle, notre combat contre l'injustice, les violences policières, le fanatisme et le racisme, ça ressemble beaucoup au mouvement pour les droits civiques. La liberté, l'égalité et l'équité, c'est ce qui compte vraiment, et on doit aborder ces sujets, sans relâche. On ne pourra jamais rendre justice à cet homme qui a combattu la peur et n'a jamais baissé les bras. King parlait à tout un pays du pouvoir de l'amour, pas de l'amour du pouvoir. Il parlait du pouvoir du pardon. C'est le dernier père fondateur de la démocratie américaine. Et c'était un noir. La vie de chacun est un voyage et celle de Martin Luther King ne fait pas exception à la règle. C'était juste un homme qui se battait aussi contre ce qui l'énervait et ce qui l'usait. Mais en fin de compte, il a trouvé le moyen d'utiliser ses dons d'une manière exceptionnelle. I advocate a militant nonviolence, a resistance movement that does resist, but it does it nonviolently. Cet homme était extraordinaire dans sa manière de raconter une histoire, dans son phrasé. Il y mettait tellement d'énergie et de passion. Il ne s'est jamais défilé. Les gens ne se rendent pas compte de la violence physique dont il était la cible au quotidien. Il a été passé à tabac tellement de fois que c'était presque un sujet de plaisanterie. Il y a toujours un prix à payer quand on dit la vérité. Et il était prêt à payer de sa vie, à se sacrifier pour nous tous. C'est une forme d'empathie profonde et radicale, une forme d'amour vrai et intense. Il venait d'arriver d'Atlanta, il s'installait à l'hôtel. L'ambiance était festive, on avait le vent en poupe. Je ne l'avais pas vu si jovial, farceur et libre depuis bien longtemps. Il était d'humeur à plaisanter. Un reporter m'a dit « Andy, désolé de vous coller au basque avec mon appareil photo, mais je ne dois pas quitter le Dr King des yeux parce que s'il se fait descendre et que j'ai pas de photo, je vais me faire virer. » Martin a trouvé ça drôle. Il a répondu « Je vais vous dire ce qui va se passer. Si on me tire dessus, l'un de vous s'interposera pour prendre la balle pour moi. » Quelqu'un a frappé à la porte et a dit « Vous devez dîner à 18h. C'est l'heure de vous habiller. » Jesse Jackson et d'autres sont descendus. Martin était au balcon, nous en bas. Et il a lancé à Jesse « Viens, c'est l'heure d'aller dîner. Mets ton costume. » J'ai répondu « Dr King, pour manger, il ne faut pas avoir une cravate, mais avoir faim. » Il a dit « Tu es fou. » On a ri et... Pom. Il est mort sur le coup. Le monde entier a changé. Ça a ébranlé le monde. Ça a choqué le monde. Chaque jour, mon ami me manque. Il était mon professeur, mon pasteur, mon mentor et ma conscience. Quand j'ai vu qu'il était touché et compris qu'il allait retrouver son créateur, je me suis soucié de la suite de notre combat. Parce qu'on ne pouvait pas laisser une balle stopper notre mouvement. Le Dr King était le fier produit de la classe moyenne noire du Sud. Il faisait partie de l'aristocratie noire, de l'élite noire. On l'appelait Dr Martin Luther King Jr.,
parce que son père était déjà célèbre avant lui. Le docteur Martin Luther King Sr. était une figure majeure d'Atlanta. Donc le docteur King était le fils d'un pasteur très en vue. Il était allé dans le Nord. Il avait fait de grandes études. Il s'était installé à Atlanta pour étudier au Morehouse College. Et c'est dans cette université noire qu'il a appris l'importance de se lever face aux injustices. My mother always said to me, you must never feel that you are less than anybody else. You must always feel that you are somebody, and you must feel that you are as good as anybody else. And of course this came up with me in spite of the fact that I still confronted the system of segregation every day. Je trouve bizarre 90% de l'action du Dr King. Il s'est radicalement démarqué du formatage de son milieu social. Parce qu'il avait une vocation, sur le plan spirituel et moral. Martin Luther King n'avait pas prévu de devenir le leader des droits civiques. Il venait de refuser de se présenter à la présidence de la délégation locale de la NAACP. Il n'avait que 26 ans. Lui et Coretta allaient avoir leur premier enfant. Mais il s'est retrouvé au même endroit que Rosa Parks. Le boycott des bus de Montgomery est né parce qu'on devait voyager debout à l'arrière, même s'il n'y avait aucun autre passager. Les Noirs devaient rester debout. Prendre le bus était une expérience humiliante. On n'avait pas le droit de boire dans les fontaines à eau. Il y avait des fontaines pour les Blancs et d'autres pour les gens de couleur. Il y avait beaucoup de ségrégation. Les gens disaient « les Noirs doivent rester à leur place ». Et ça voulait dire quoi? Notre place, c'était à l'écart de tout ce qui nous était interdit. Mrs. Rosa Parks was arrested, taken down to jail, taken from the bus, just because she refused to give up her seat. Quand on prenait le bus à Montgomery, il fallait payer son ticket à l'avant, puis redescendre et faire le tour pour monter par l'arrière. Rosa Parks a refusé. J'avais 15 ans en 1955 quand j'ai entendu parler de Rosa Parks. Martin Luther King Jr. a parlé à la radio. Et ces mots m'ont poussé à trouver un moyen de me battre contre ça. La presse noire parlait en permanence du boycott des bus de Montgomery. Il y avait un petit magazine appelé Jet. On savait tous pourquoi le Dr King militait. King a répondu à l'appel de Dieu quand le boycott a commencé. Les gens lui ont dit « Vous devez devenir président » et ils l'ont élu. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas quelqu'un pour organiser un boycott, mais plutôt pour galvaniser les gens et les pousser à poursuivre le combat. Et c'est là que ses talents oratoires ont fait des merveilles. Le premier soir du boycott, il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce qu'il a décrit plus tard comme le plus important discours de sa vie. Quand on y pense, s'il l'avait raté, on ne serait pas là à parler de lui. Quand vous êtes le fils d'un pasteur et que vous embrassez cette profession, vous êtes encore plus doué, parce que vous avez été préparé à faire ça toute votre vie. Il avait une grande force spirituelle. Il prêchait, mais il donnait aussi de l'espoir. Il disait « Vous avez de la valeur, vous aussi ». Il s'adressait à des domestiques, des hommes de ménage et des jardiniers, des gens qui n'étaient personne. Il leur disait « Vous pouvez y arriver ». On parle souvent du Dr King comme si ça s'était passé il y a 1000 ans, ou comme si c'était à l'époque de l'écriture de la Bible que la ségrégation existait. Mais je suis un Américain de la 9e génération, et je suis le premier enfant de ma famille à être né avec tous mes droits civiques officiellement reconnus par le gouvernement. Mes parents sont nés sous la ségrégation. Je ne parle pas de mes arrière-grands-parents, mais de mes parents, ma mère et mon père. We feel that we are right. We have a legitimate gripe, a legitimate protest. And we feel also that one of the great glories of American democracy is that we have the right to protest far right. Il a eu ce talent unique de dire « Le but du boycott n'est pas seulement d'être mieux traité dans les bus. On veut aller beaucoup plus loin que ça. Et si on a tort, c'est que la Constitution ment. » Martin Luther King a dit « Notre arme sera l'amour chrétien. »
This is a non-violent protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Nous n'allons pas brûler des croix dans le centre de Montgomery. Il a dit aussi, on ne va pas extirper des Blancs de chez eux pour les traîner dans les rues. On ne doit pas employer leur méthode pour changer les choses. Even if we have to receive violence, we will not return violence. Il a cité Gandhi, qui avait pratiqué la non-violence pour libérer l'Inde de l'Empire britannique. Quand vous avez ce type de personnalité, les gens ont tendance à être attirés par vous et votre message. Dans le cas du Dr King, c'était vraiment l'homme qu'il était. Il a su galvaniser les gens, les rassembler et leur donner de l'espoir. C'est important parce que le boycott de Montgomery a duré 381 jours. Pour les Afro-Américains, être arrêté avait toujours été honteux. Mais notre attitude est devenue « on est prêt à tout pour défendre notre cause ». Si le chemin vers la liberté passe par la prison, très bien. Si sur le chemin vers la liberté, on se fait tabasser, très bien. Et si on doit mourir, on est prêt. At this point, I feel even stronger about the cause, and whatever happens to him, it happens to me. C'était une jeune femme très intéressée par les questions de politique et de justice sociale. Quand on lit leurs lettres d'amour, entre les paragraphes où ils s'écrivent qu'ils s'aiment, ils discutent du socialisme, de la fin des guerres, d'une meilleure répartition des richesses ou de la paix dans le monde. C'est essentiel pour comprendre la suite de son parcours à lui. Martin a découvert que son engagement pour les droits civiques avait des conséquences négatives qu'il devait accepter, surtout dans l'Alabama des années 50. King a commencé à recevoir toutes sortes de menaces de mort et de coups de téléphone anonymes dans son bureau à l'église ou chez lui. I have been threatened many times. There was a time that we received as many as 30 and 40 threatening calls a day. C'était terrifiant pour Coretta et Martin King. They say such things as this, you are causing too much trouble in this town, and if you aren't out within 10 days, you and your family will be killed. Now, in Montgomery, our home was bombed twice. Il racontait qu'un soir, il était dans la cuisine après un appel particulièrement menaçant et qu'il s'est effondré. Il a commencé à douter et à se demander « Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ?» Think the cause that we represent is right. But Lord, I must confess that I'm weak now, I'm faltering, I'm losing my courage. Il a eu une expérience mystique. Seemed at that moment that I could hear an inner voice saying to me, Martin Luther, stand up for righteousness. Stand up for justice. Il a eu une révélation. Dieu lui a dit de se battre pour la justice et lui a juré qu'il serait à ses côtés. Et il a dû retrouver de la force dans ce moment-là et à différentes étapes de sa vie. Parce que quand vous menez un grand combat et que vous êtes un chef visionnaire, vous n'avez jamais l'impression que la victoire est assurée. Je ne peux même pas imaginer la pression à laquelle il était soumis. Si je devais me mettre à sa place, je ne tiendrais pas. Je craquerais à cause des menaces de mort permanente. Que la vie de vos enfants soit en danger, c'est impensable. Que des gens veuillent faire exploser ou incendier votre maison à cause de vos convictions. Tous les jours, il partait de chez lui en sachant qu'il pouvait très bien ne pas revenir. Mais il sortait quand même. C'était un homme qui venait d'un univers mystique et authentiquement religieux. Il a entendu une voix au plus profond de son âme et il y a répondu. Il a entraîné les habitants de Montgomery dans son sillage et ils lui ont fait confiance dès le début.
C'était un jeune homme qui cherchait encore sa voie. Et pourtant, quand il se retrouvait sur un podium, il avait une aura dont les gens parlent encore aujourd'hui. We struggled for 381 days, but at the end of that, we returned to thoroughly integrated buses, and they are integrated today in Montgomery. Après le boycott des bus de Montgomery, King a eu une position privilégiée dans la communauté noire. Tout le monde me parlait de lui, les syndicalistes, les élus, les hommes d'affaires, les militants. C'était une star pour ceux qui voulaient faire avancer notre cause. Comment pouvait-il deviner que 50 ou 60 ans plus tard, le boycott des bus de Montgomery serait dans tous les livres d'histoire américains? En mai 1961, il a organisé les Freedom Rides. L'objectif était la déségrégation des trajets d'un État à l'autre. Quand ces voyages de la liberté sont arrivés à Birmingham et à Anniston, les bus ont été attaqués, dont un avec des cocktails Molotov. Les Freedom Riders ont été passés à tabac. Pour moi, c'était évident. Si les voyages s'arrêtaient après ce déchaînement de violence, le message était qu'on pouvait stopper un projet non violent en contre-attaquant très brutalement. On s'est réunis et on a décidé de se rendre à l'endroit exact où les riders avaient été agressés pour continuer le voyage. Quand on est arrivé à Montgomery, une foule en colère nous attendait à la gare routière. James Work était blanc et ils lui ont cassé les dents. John Lewis a été frappé à la tête. Il était inconscient quand ils ont commencé à le tabasser. J'ai eu une commotion cérébrale à la gare routière. J'ai vu la mort en face. J'étais sûr de mourir. Sans Martin Luther King Jr. et tous les autres qui sont arrivés à Montgomery ce soir-là, certains d'entre nous seraient morts. On est retourné dans l'église où j'avais rencontré le Dr King. On a organisé un meeting avec tout le monde et ils ont essayé d'incendier l'église avec nous dedans. Ils brûlaient des voitures, les renversaient et jetaient des briques sur les fenêtres et tout le reste. On n'avait aucune protection. Martin Luther King a dit « Je veux me lancer dans une mission spéciale ». Il n'a pas dit ce que c'était, mais il fallait lui faire confiance. Il a dit « Je veux que ceux qui m'accompagnent soient sûrs de leur engagement non violent. » Et ils ont avancé, deux par deux, au milieu d'une meute déchaînée. J'étais là, je l'ai vu. Je ne pensais pas qu'ils allaient réussir à traverser la foule, mais ils ont réussi. I don't think anyone in a situation like this can go through it without confronting moments of real fear. But I have always had something that gave me an inner sense of assurance and an inner sense of security in the final analysis, even in the moments of loneliness. Il savait qu'aucun homme ne pouvait le protéger. Il était à la fois inquiet et intrépide. Le Dr King était un homme courageux. Quelque chose en lui touchait le cœur, l'esprit et l'âme des gens. Vers la fin de 1960, Martin a été arrêté avec des étudiants à Atlanta. Il a été emmené à la prison de DeKalb County et placé à l'isolement. Au milieu de la nuit, ils l'ont sorti de sa cellule, enchaîné, et ils l'ont fait monter dans un fourgon avec juste un berger allemand. Il ne savait pas où il était et où on l'emmenait. Il était persuadé qu'on allait l'éliminer, qu'il allait être jeté dans un fleuve quelque part et disparaître. Cette nuit-là, il a dû accepter qu'il allait sans doute payer son engagement de sa vie. Il n'en a jamais parlé,
alors qu'il parlait et plaisantait de tout. Il faisait des blagues sur tout, sauf sur ça. Donc j'ai toujours pensé qu'il avait presque touché le fond cette nuit-là. I want Jesus to walk with me. Martin Luther King est allé à Albany, en Géorgie, pour faire parler de nous. On avait besoin d'une couverture médiatique. Ils l'ont appelé parce qu'ils étaient désespérés. Vous ne pouvez pas imaginer la réaction des gens en le voyant. C'était comme une superstar. Tout le monde voulait le toucher. Il avait un tel charisme. Ils ont un peu manipulé Martin pour le faire venir à Albany. Le docteur Anderson était un ancien camarade de classe. Et il lui avait dit, « Martin, s'il te plaît, viens parler aux gens d'ici. » Mais le jour dit, il s'est levé, il a lancé, « On va en prison demain matin, qui vient avec nous? Qui veut manifester en ville avec Martin Luther King ?» Martin a fait, « Andy, attends une minute. » You made your point. Now let's move out, or you're under arrest. Either one now. Doesn't make no difference to me. Laurie Pritchett était un policier qui ne se laissait pas influencer par ses émotions. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de tabasser des manifestants noirs, mais d'en mettre un maximum en prison. Il avait retenu une leçon importante. La plupart des campagnes non violentes l'emportent grâce à la pression extérieure. Donc, si les journaux racontaient que les policiers sous ses ordres étaient aussi non violents, c'est-à-dire qu'ils ne frappaient personne, mais se contentaient d'interpellations, ce serait gagné pour lui. Donc, King a été arrêté avec plusieurs centaines d'autres. Il détestait aller en prison, mais il savait que c'était important sur le plan symbolique. Tant qu'il était sous les verrous, la presse nationale s'intéressait à lui. Donc il s'est dit, d'accord, je dois rester en prison. J'ai rencontré le docteur King, qui était en prison à l'époque, et je me souviens lui avoir serré la main à travers les barreaux. Le docteur King a marché jusqu'au mur qui séparait sa cellule de celle des étudiants. Il a donné plusieurs coups, et les étudiants se sont mis à chanter. Il est revenu vers moi et il a dit « Je ne voulais pas que les gardiens ou quelqu'un d'autre entendent ce que je vais vous dire. » Il allait être libéré sous caution à 16 heures et ne voulait pas que la presse l'apprenne. Laurie Pritchett ne souhaitait pas que Martin Luther King reste en prison. Il fallait le faire sortir et l'expulser d'Albany. King est reparti sans avoir marqué de point. Le chef de la police avait été plus malin que lui. Beaucoup de gens ont mal compris. Ils ont cru que pour Martin Luther King, le mouvement d'Albany était un échec. En réalité, ça lui a beaucoup appris. Certains ont tendance à caricaturer les légendes du mouvement pour les droits civiques. Mais on oublie qu'ils échafaudaient leur stratégie dans des caves, ou pendant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il ne suffisait pas de claquer des doigts pour organiser une manifestation. C'était de fins stratèges. Ils expérimentaient. Parfois, ils tentaient quelque chose et ça marchait. D'autres fois, ça échouait. On doit se pencher un peu plus sur la vie du Dr King pour voir quelles leçons on peut retenir et appliquer à notre situation actuelle. You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. You've got to keep the white and the black separate. Eugene Bull Connor était le préfet chargé de la sécurité publique. Donc il avait la police et les pompiers sous sa responsabilité. C'était un tyran. Il circulait dans un char. C'était l'un des hommes les plus mauvais que vous puissiez rencontrer. Certains membres de la police appartenaient au Ku Klux Klan. Pour eux, le maintien de l'ordre, c'était l'oppression. C'est ce qui nous a poussés à aller à Birmingham. Ça se passait très mal. Fred Shuttlesworth était un vieil ami de King. Il lui a écrit et lui a téléphoné pour lui expliquer la situation. Tu dois attaquer la ségrégation en plein cœur, et pour ça, il faut aller à Birmingham.
Dans les faits, Fred Shuttleworth a mis la barre plus haut en décrétant « On a assez parlementé avec les Blancs, ils vont nous avoir à l'usure ». En même temps, il nous mettait en garde, nous qui venions du Nord. « Vous n'avez encore rien vu. Birmingham, c'est Bombingham, c'est du sérieux. C'est une ville du clan. » King savait ce qui était en jeu. Il savait qu'il y aurait sans doute des morts. Il y avait eu 3 attentats à la bombe contre l'église de Fred Shuttleworth en un an. La 3e fois, la maison à côté s'était effondrée et tout le monde avait cru qu'il était mort dessous. Mais Fred est ressorti en époussetant son costume, en remettant sa cravate en place et en se recoiffant. Et il a lancé « Personne ne peut me tuer. Je refuse de mourir. C'est la ségrégation qui va mourir. » C'était la grande force du mouvement et sa faiblesse. On a eu au moins 3 ou 4 personnes, dont Martin Luther King, qui ont frôlé la mort et ont pensé qu'ils allaient toujours s'en sortir. Martin a dit dans un de ses discours « Avoir la foi, c'est monter un escalier dans l'obscurité totale, en croyant dur comme fer qu'il y aura une marche quand on posera le pied, et continuer à monter dans le noir. Vous montez dans le noir grâce à votre foi. » Well, Birmingham is a symbol of hardcore resistance to integration. It is probably the most thoroughly segregated city in the United States. Les gens ont besoin de victoires pour continuer un combat. Il faut remporter certaines batailles pour que la guerre continue. Donc, ils ont abordé Birmingham en se disant « On peut peut-être y arriver ». Quand le Dr King est entré en scène, il a organisé des meetings à l'église baptiste de la 16e rue. Avant d'entrer dans l'église, il faisait mettre un grand tonneau à l'entrée. Tous ceux qui avaient un couteau, un pic à glace ou une arme à feu devaient les déposer là. Le premier soir, le tonneau était plein. Le Dr King nous a dit « Nous pouvons changer notre situation aujourd'hui, si nous le décidons. » King a tenu une réunion pour mettre au point une stratégie de guerre économique. Pendant 90 jours, la communauté noire et les Blancs de bonne volonté, ceux qui représentaient environ 300 000 personnes, n'ont rien acheté à part des aliments et des médicaments. Donc l'économie s'est arrêtée. Bull Connor a obtenu une ordonnance interdisant les manifestations et King a dû décider s'il fallait ou non enfreindre cette injonction. On a eu une réunion à l'Edgy-Gaston Motel. Le Dr King est allé dans sa chambre en disant « Je vais prier ». Ça a duré 40 ou 45 minutes, et quand il est revenu, il avait enlevé son costume. Et il a dit à Ralph « J'ai pris ma décision, on va manifester ». Dehors, les gens attendaient de voir ce qui allait se passer. Rien qu'en regardant la tête qu'il faisait, ils ont su qu'ils allaient être emprisonnés. Il a été arrêté avec plusieurs autres, dont des jeunes. Il s'est retrouvé en prison. Je suis allé le voir et il m'a dit « Tu as vu ça ?» J'ai répondu « C'est quoi ?» Il a brandi un journal. Il l'a ouvert et sur une pleine page du Birmingham Herald, on avait une dizaine de représentants du clergé qui publiaient une tribune pour critiquer son action. En gros, le texte disait « Dr King, nous reconnaissons qu'il y a quelques problèmes raciaux aux États-Unis, mais nous y travaillons. Ce genre de choses prend du temps. Vous devez être patient, vous n'êtes pas d'ici. Vous mettez de l'huile sur le feu, vous devez rentrer chez vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Plus vite vous partirez, mieux ce sera. » Quand je suis allé le voir, il avait déjà commencé à écrire sa réponse à la tribune, sur tous les bouts de papier qu'il trouvait, que ce soit des serviettes en papier, des vieux journaux, ou même du papier toilette. Dès qu'il y avait de la place pour écrire, il écrivait. Et il empilait les bouts de papier. Heureusement, ce n'était pas du papier toilette fin et doux. Celui de la prison de Birmingham était bien épais.
Il m'a dit, tu dois prendre tout ça, le faire taper à la machine et m'apporter du vrai papier. Je le voyais 2 fois par jour. J'allais à la prison le matin et en fin d'après-midi. Ça a duré 5 jours. Pour moi, la lettre de la prison de Birmingham est le manifeste de justice sociale le plus important du XXe siècle. Il écrit « Vous nous demandez d'attendre ». J'ai très souvent entendu le mot « attendre ». Mais il vient un temps où la coupe de l'endurance est pleine et déborde. Et ça vous submerge. Il vient un temps où c'est trop. Et on en a assez. L'une des ironies de la lettre de la prison de Birmingham est qu'elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur le moment. À sa sortie, King a pu penser avoir échoué, parce que son incarcération n'avait pas changé la donne. C'est là qu'il a pris ce qui est, selon moi, sa décision stratégique majeure. Il a écouté ceux qui militaient avec les jeunes pour organiser leur mouvement, ceux qui allaient parler dans les lycées et recrutaient les leaders de la jeunesse. Et il a compris que les lycéens étaient impatients de s'impliquer. Tous les mouvements pour les droits de l'homme et la justice sociale, n'importe où dans le monde, atteignent leur paroxysme quand les jeunes s'engagent. Je savais que je serais arrêtée si je manifestais, mais je n'avais pas peur. Je savais pourquoi je faisais ce que je faisais. On voit les photos de ce flot de jeunes arrivant à l'église baptiste de la 16e rue. Il nous a dit à quoi s'attendre et ne pas s'attendre. Vous allez finir en prison, vous faire cracher dessus, peut-être même tuer. J'étais prête à prendre le risque. C'était une stratégie très risquée. Et quand on en arrive à prendre autant de risques, c'est qu'on est désespéré. À ce stade, King l'était. Ils manifestaient pacifiquement, 2 par 2. Ils n'avaient aucun projectile à la main. Je ne m'étais jamais retrouvée face à un homme blanc comme ça. Je n'avais pas l'habitude de défier les adultes. Cet homme avait une arme et une matraque. Quelqu'un a commencé à chanter « Nous n'avons pas peur ». Et je ne pouvais plus m'arrêter de danser. J'avançais en dansant. Ça m'a donné le courage de rester avec les autres et de me faire arrêter. Je ne pense pas que Bull Connor ait réalisé ce qui se passait. En arrivant à la prison, il a vu qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les gens interpellés. Donc ils sont restés dehors, dans la cour, derrière les barbelés. Du coup, j'ai dû travailler 14 à 18 heures par jour. Les prisons débordaient. La ville était au bord de l'implosion. Bull Connor a fini par comprendre. Je ne peux pas tous les jeter en prison. Il me faut un moyen de les décourager. Et c'est là qu'il a utilisé les chiens policiers et les lances à incendie. Les jets d'eau étaient tellement puissants qu'ils décollaient l'écorce des arbres. Les jeunes se sont retrouvés plaqués au mur. Nos vêtements se sont déchirés. Ça nous entaillait même la peau. Il a dit « Aspergez ces nègres pour qu'ils n'aient pas à prendre de bain ». On a couru de l'autre côté de la rue vers 2 hommes qui m'ont protégée. Mais j'ai quand même perdu l'ouïe de l'oreille droite à cause des lances à incendie. C'était un champ de bataille, et sur ordre du préfet de la sécurité publique. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dit « Lâchez les chiens policiers ». Il avait un chien noir qu'il lançait contre les gens en criant « Attrape les nègres, attrape les nègres ». À l'époque, la presse du monde entier était là. Donc ça allait faire la une des médias. King a compris que la cruauté de Bull Connor était précisément la clé de la victoire. Sing grace, how sweet the
Life magazine a publié un long reportage. Et pour la première fois, les Américains ont vu cette réalité abjecte. Déclencher les lances à incendie ou lâcher les chiens sur les gens. C'est atroce. Imaginez, vous avez la puissance de la lettre de la prison de Birmingham et les photos. La légende invisible sous les photos disait « Quel pays sommes-nous? Quel pays sommes-nous » pour que des jeunes gens noirs qui manifestent pacifiquement soient traités comme ça. Même si Martin avait quelques réticences au début, son action et celle des autres ont ouvert la voie à l'implication de ces jeunes. Ce qui a été un coup de génie. Beaucoup de choses n'auraient pas changé si le Dr King n'avait pas livré cette bataille. Les risques qu'ils ont pris à l'époque en valaient la peine. La campagne de Birmingham a déclenché des manifestations de soutien un peu partout, avec par exemple 100 000 personnes à Détroit, pareil à Chicago. Et à ce moment-là, le département de la justice nous a contactés pour nous dire « Kennedy veut faire passer une loi sur les droits civiques ». Sans Birmingham, il n'y aurait pas eu la marche sur Washington. Sans Birmingham, il n'y aurait pas eu la loi sur les droits civiques, pas eu le droit de vote pour tous, et pas eu Barack Obama. On n'aurait pas eu le discours « J'ai fait un rêve ». Il n'aurait pas été élu homme de l'année par Time Magazine. Il n'aurait pas remporté le prix Nobel de la paix. Tout ce que nous célébrons dans son combat est intimement lié à sa grande victoire à Birmingham. Sans Birmingham, l'histoire se serait écrite autrement. Aujourd'hui, la plupart des responsables politiques sont dans la confrontation. Je vais lui rentrer dedans, je vais lui rentrer dedans. Mais le Dr King voulait élever les gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas la même énergie. Il ne se battait pas juste contre un adversaire. Il se battait aussi pour lui. Il le défiait pour qu'il s'améliore. Et ça, c'est un art qui s'est perdu. The Negro is more determined now than ever before to be free. And I don't throw out the idea of the necessity of a march on Washington. Il y a eu une discussion sur l'organisation de la manifestation à Washington. Fred et Bevel étaient prêts à enchaîner juste après Birmingham. Mais Martin a dit non, il faut bien planifier ça. Malcolm X et les autres ont critiqué la marche. The day of the sit-in, the lie-in, the crawl-in, the cry-in, and the beg-in is outdated. Rien ne change aux États-Unis simplement parce que les Noirs veulent que ça change. I think it would have more power if it is an interracial march, a calling upon our nation to bring into being these just laws which will take us on a long, long way toward the American dream. Il avait une vision, et ça consistait à réunir tout le monde autour d'un objectif commun, à savoir la justice, l'égalité, et à faire naître l'espoir. Quand on a un élan, l'espoir naît, et quand l'espoir naît, on peut avancer. À chaque fois que je vois les images de la marche, je me demande comment on fait venir 200 000 personnes à Washington sans Facebook, Twitter et Instagram. J'ai déjà du mal à réunir 10 copains. Ça a montré le nombre de gens qui pouvaient se rassembler et être solidaires. On est parti très tôt ce matin-là. C'était l'heure de descendre Constitution Avenue. Une marée humaine nous a montré la voie. C'était presque « Voilà les miens, je vais les rejoindre ». I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Il a prononcé le discours phare de la marche sur Washington et défini le mouvement pour tout le pays. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Le discours historique du Dr King, « J'ai fait un rêve », était un appel enflammé à la nation. Au pied du Lincoln Memorial, devant Abraham Lincoln, celui qui avait affranchi les esclaves, il posait la question « Quel genre de pays sommes-nous ? Sommes-nous prêts, une fois pour toutes, à appliquer les préceptes et les principes de la déclaration d'indépendance ?» They were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. J'étais là. Et pour beaucoup d'entre nous à l'époque, le but était que le Congrès vote la loi de Kennedy sur les droits civiques. Mais il n'a pas parlé de cette loi. Il a parlé de la Constitution des États-Unis. Il a dit « Vous pensez connaître l'objet de ce mouvement. Je veux vous dire que notre ambition va bien au-delà. » It is obvious today that America has defaulted on this promissory note. America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. À l'école, on apprend juste la fin de son discours avec « J'ai fait un rêve », qui parle d'unité, d'enfants noirs et blancs se donnant la main et de justice. I have a dream today. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. On est emporté par l'envolée lyrique de la fin de son discours, mais le début parle surtout des défis à relever. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Il met en garde les États-Unis. Il faut que ça change. Nous nous battrons jusqu'à obtenir justice. Now is the time to make real the promises of democracy. Quand je l'entends aujourd'hui, ça me rappelle que c'est vraiment une manifestation non violente. Ça n'a rien de passif ou de faible. On exige d'être considéré comme une vraie menace. Et même s'il n'y a pas de provocation physique, on dit qu'on est prêt à faire changer les choses et qu'on va faire du bruit. Qu'on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gain de cause. Et ça, c'est une vraie force. Il a transformé l'escalier en marbre du Lincoln Memorial en tribune moderne pour prêcher. C'est ce qu'il a fait. C'était un prêche. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Je crois que beaucoup de gens imaginent le Dr King comme un homme de 70 ans, un vieux sage qui parle d'amour. Mais en réalité, il devait avoir 32 ans à la marche sur Washington et 25 ans à Montgomery. Je ne sais pas si je prêterais ma voiture à un type de 25 ans. Faudrait que je réfléchisse. Et lui, il s'est levé devant le monde entier en invoquant la Constitution et la Bible pour exiger la fin de la ségrégation. Vous imaginez ça? Vous réveillez le matin en sachant que vous devez guider un pays entier. Pas une équipe de sport, pas votre famille. Tout un pays. Ce jeune homme avait un objectif très basique, finalement. Que les gens soient traités comme des êtres humains. Mais c'était nouveau. Les États-Unis, en tant que démocratie, étaient tout jeunes. Il s'est imposé comme le dernier père fondateur de la démocratie américaine. Les pères fondateurs de la démocratie américaine ne sont pas des Blancs d'il y a 200 ans. Les derniers sont des gens comme le Dr King, qui ont vraiment apporté la démocratie. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Free at last, thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Quand la marche s'est terminée, tout le monde était enthousiaste. On se sentait vraiment bien. Le président Kennedy a invité tous les orateurs à la Maison-Blanche. Il se tenait dans l'entrée du bureau ovale et il rayonnait comme un père rempli de fierté. Le président était content, très content du déroulement de la manifestation. Il s'est avancé vers le Dr King et il a dit « Vous avez fait du bon travail ».
Il y a le rêve de nos pères fondateurs qui dit « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes, tous les hommes sont créés égaux. » Et puis, la réalité de l'époque, qui était laide et inégalitaire. Notre pays est né sous la forme d'un État colonial esclavagiste qui a volé les terres des Amérindiens, la force de travail des esclaves africains et qui a décimé les deux communautés. On a 2 siècles d'esclavage avant la guerre de sécession qui a instauré un apartheid. Et on a eu la terreur chaque jour, de chaque année, de chaque décennie, pendant 1 siècle après la fin de l'esclavage. On pense à l'affaire Dred Scott, quand le président de la Cour suprême des États-Unis a décrété qu'un noir n'avait aucun droit qu'un blanc devait respecter. Le lynchage d'Emmett Till a été le déclencheur pour moi. C'était un garçon de 14 ans qui vivait à Chicago et qui était venu voir sa famille dans le Mississippi. Il aurait sifflé une femme blanche dans une petite épicerie et selon son cousin, 2 hommes auraient débarqué chez son oncle en menaçant toute la famille d'une arme. Où est le garçon à la langue bien pendue? Ils l'ont tiré hors du lit, l'ont tué et l'ont mutilé. Cette image est entrée dans tous les foyers noirs des États-Unis. Pour moi, ça a été une mise en garde. C'est de la folie. C'est dangereux de vivre là-bas. J'avais 14 ans. Ça m'a fait peur. Mais ça m'a aussi mise en colère. 5000 Noirs ont été lynchés entre 1880 et 1940. Lynchés, pour les empêcher de voter. Les cadavres étaient pendus à des arbres. On les surnommait les fruits étranges. Quand les gens passaient, le message était « Reste à ta place, tu es inférieur. Tu peux perdre la vie si tu ne respectes pas mes règles. » Quand les 3 militants pour les droits civiques ont été assassinés et ont disparu, en les cherchant, on a retrouvé 5, 6 ou 7 autres corps que personne n'avait déclarés à la police. C'était la routine qu'un noir disparaisse violemment. Ça a commencé comme un dimanche matin normal. Le catéchisme était presque terminé quand notre pasteur a fait une annonce. Il y avait eu un attentat contre l'église baptiste de la 16e rue. On nous a dit qu'une des victimes s'appelait Wesley. C'est mon nom de jeune fille. Et puis on a eu des détails. C'était Cynthia Wesley. Je la connaissais. C'est pour ça que ça me fait encore beaucoup souffrir. C'est la culpabilité du survivant. Je savais qu'on vivait séparés. Je n'avais pas conscience des inégalités. Le Dr King a été profondément attristé par ce qui est arrivé à ses 4 petites filles. La première fois que je l'ai vu pleurer en public, c'est quand il a fait l'oraison funèbre de ses 4 petites filles. Pendant qu'il parlait, des larmes coulaient sur ses joues. Je ressens tellement de peine et de peur en même temps. Je n'avais jamais eu de haine pour quiconque ou quoi que ce soit. Je ne comprenais même pas qu'on puisse ressentir ça. Je ne crois pas qu'il y ait des mots pour décrire ce sentiment. C'est de la tristesse et de la déception. J'étais déçue parce que ça ne cadrait pas avec la vision que j'avais de mon pays, ses principes et mes convictions. Tout a volé en éclats, tout. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Le pays était traumatisé. L'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « S'ils peuvent avoir le président, ils peuvent avoir n'importe qui. Alors toi, Stanley, Andy et tous les autres, vous devez arrêter tout ça. Parce qu'ils vont m'avoir. » Il était résigné. Ils vont m'avoir. On savait que c'étaient nos ennemis. On savait qu'on défiait des gens mauvais. Qu'ils soient au pouvoir ou non, riches ou pauvres, ça ne faisait aucune différence. Le problème, c'était, pouvons-nous dépasser ce mal qu'est le racisme? Dépasser cette maladie qui consiste à se sentir supérieur aux autres. Hoover n'aimait pas Martin Luther King. Il le détestait. On savait que tout ce qu'on faisait était espionné par John Edgar Hoover et le FBI. Ma maison était sur écoute, l'église de Birmingham aussi. Un jour, Ralph a mis le micro sur le pupitre et il a dit « Écoute, bidule, je veux que ce soit clair. Je me fiche que ce soit George Wallace, le FBI, le président Johnson ou quelqu'un d'autre. Toi qui m'écoutes, dis-leur bien, on sera libre. » Sa position était que les autres devaient savoir la vérité, pour qu'ils n'aient pas à inventer de mensonges. La transparence de notre mouvement était l'une de ses forces. Il n'était pas seulement le plus grand leader noir des États-Unis, c'était l'un des activistes les plus en vue du monde. Ça le plaçait au sommet d'une montagne, mais ce n'était pas une position où il se sentait à l'aise. C'est très facile de perdre de vue son objectif. Après tout, il fréquentait des puissants, des hommes politiques, des riches. Il a eu le Nobel. Il a donné tout l'argent qu'il a reçu avec le prix Nobel. Il l'a reversé à d'autres militants des droits civiques pour préserver la paix. Il voulait rester au même niveau que ses pairs. Pourtant, la tentation était forte de mettre de l'eau dans son vin et de se laisser porter. Au contraire, ça a renforcé sa détermination. On a pris la décision de marcher de Selma à Montgomery pour clamer haut et fort au pays et au reste du monde que les gens de couleur voulaient s'inscrire sur les listes électorales. On a reçu un appel. Le président veut vous voir. Il n'était pas contre ce qu'on projetait de faire, mais il pensait ne pas pouvoir retourner devant le Congrès avec encore une loi sur les droits civiques. Il répétait « Je sais bien qu'on doit protéger le droit de vote de nos citoyens, mais je n'en ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir nécessaire. » Et il a dû le dire 6 fois. Quand on est sorti, j'ai demandé au Dr King « Qu'en pensez-vous » Et il a répondu « On doit donner du pouvoir au président. » Et j'ai fait « Hein ?» Vous faites 1,70 m pour 73 kilos, vous avez à peine $1 en poche, et vous allez donner du pouvoir au président? C'était notre défi, et le début du mouvement de Selma. Selma, en Alabama, était une petite ville endormie au cœur de la ceinture noire. Seuls 2,1% des Noirs en âge de voter étaient inscrits sur les listes électorales. Le shérif local, Jim Clark, était un homme mauvais. Jim Clark pensait avoir la responsabilité de préserver la ségrégation à tout prix. La police d'État était déployée pour empêcher tout mouvement noir défendant le droit de vote. On a décrété qu'on devait se battre pour défendre le droit de vote en Alabama. We, the Negro citizens of Dallas County and other Alabama Blight Belt counties, are marching today from Selma to Montgomery. We are marching to our state capital to dramatize to our nation and to the world our determination to win first-class citizenship. Le SNCC, le comité de coordination non violent des étudiants, a commencé à marcher vers Montgomery. Le Dr King n'était pas là. Il était à Atlanta, il prêchait dans l'église de son père.
Il voulait qu'on attende un jour ou deux, mais les autres lui ont dit que tout le monde était prêt. On ne pouvait pas annuler la marche. John Lewis a pris la tête d'un contingent de manifestants sur le pont Edmund Pettus, par lequel passait la route de Selma à Montgomery. On est arrivé au point culminant du pont Edmund Pettus, et devant nous on a vu une mer bleue. C'était la police d'État de l'Alabama. On a vu les policiers mettre leur masque à gaz. J'ai dit, Major, on peut se parler? Il a répondu, pas question. Les policiers ont chargé. Mes jambes se sont dérobées. Je suis tombé à terre. Un policier m'a frappé à la tête avec sa matraque. J'étais sûr que j'allais mourir. J'ai vu la mort en face. Ils nous ont piétinés avec leurs chevaux, aspergés de gaz lacrymogène. Selma, le 7 mars 1965, a été un bain de sang. Le lendemain matin, Martin Luther King Jr. est venu nous voir à l'hôpital. Et il a dit, John, ne t'inquiète pas, on marchera de Selma à Montgomery. Ce soir-là, à Atlanta, le Dr King a officiellement appelé le clergé à se rendre à Selma, parce qu'il allait reprendre la marche. Martin Luther King a mené un groupe de gens jusqu'en haut du pont, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, encore une fois, il y avait les policiers d'État avec leurs matraques et leurs chevaux. Quand on a traversé le pont et qu'on a vu la police, le Dr King nous a demandé de nous arrêter et de nous mettre à genoux. Tout le monde s'est agenouillé, et il a demandé à deux personnes de réciter une prière. Le premier était Ralph Abernathy, et l'autre, c'était moi. King s'est agenouillé sur le pont parce qu'il a senti qu'il ne pourrait pas faire avancer le groupe. Il allait y avoir des blessés et peut-être des morts. Il ne voulait pas prendre de risque. Donc ils ont encore battu en retraite. Dans le mouvement de Martin Luther King, il y avait de la discipline, en matière de comportement et de réaction, mais aussi en termes de prise de décision. Et ça a eu un impact majeur. Il prévoyait de porter l'affaire devant une cour fédérale pour empêcher le gouverneur Wallace d'interdire la marche. Judge Johnson has just ruled that we have a legal and constitutional right to march from Selma to Montgomery. À 8 h du matin, le Dr King a donné le départ. We hope that this will be a peaceful, non-violent demonstration of our determination to register and vote and to end police brutality and all of the other things that we've suffered here. Il a réussi à faire passer l'idée de non-violence et de paix, alors qu'il était seul et très jeune. Je suis impressionné qu'un seul homme puisse toucher autant de monde. J'étais dans la manifestation quand on est passé devant la petite église de Montgomery, où le Dr King avait été pasteur. Elle était près du siège du gouverneur. Le Dr King a prononcé son discours devant le Capitole de l'État, où bien sûr le drapeau sudiste flottait toujours à l'époque. J'y étais. C'était phénoménal. Martin Luther King s'est adressé à nous sur les marches du Capitole de l'État de l'Alabama, le cœur de la Confédération. Il a parlé du fait que beaucoup de gens pensaient qu'on n'y arriverait pas. Et pourtant, on était là. Ça dépassait l'entendement. There were those who said that we would get here only over their dead bodies. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around. Ça nous a donné de la fierté, de la confiance et de la détermination.
Ça prouvait que si on respectait nos principes de non-violence et de non-représailles, si on ne laissait pas la peur nous détourner de notre but, comme il l'a dit dans ce discours, nous allions triompher. We are not about to turn around. Yes, sir. We are on the move now. Yes, sir. Yes, we are on the move and no wave of racism can stop us. Yes, sir. Ça a été son discours le plus enflammé. À la base, il était prêcheur. Quand vous voyez un prêcheur se mettre un doigt dans l'oreille, ça veut dire qu'il va monter le volume. C'est notre signal. How long? Not long. Because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. How long? Not long. Because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He's trampling out the village where the grapes of wrath are stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. His truth is marching on. Ce que Martin Luther King a montré, c'est le pouvoir du spirituel. C'est-à-dire qu'en opérant au niveau de la spiritualité, on peut accomplir des choses qui sont inaccessibles sur le plan politique ou économique. C'était une manière de changer le monde. Le 17 décembre, le Dr King m'avait dit qu'il allait donner du pouvoir au président. Et j'avais répondu, « Vous êtes fou !» Mais avant fin mars, le président se tenait devant le Congrès et disait « Nous triompherons » et présentait la loi sur les droits de vote. Today is a triumph for freedom, as huge as any victory that's ever been won on any battlefield. Martin disait, le pouvoir c'est comme l'argent à la banque. Moins on l'utilise, plus on en a. Swing down, chariot, stop and let me ride, oh. Swing down, chariot, stop and let me ride, oh. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Swing down, chariot, stop and let me ride, oh. Swing down, chariot, stop and let me ride, oh. Rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Les pères fondateurs des États-Unis ne sont pas que des hommes blancs d'il y a 200 ans. Les derniers sont des gens comme le Dr King, qui nous ont réellement apporté la démocratie. On n'a pas eu de démocratie avant 1964 ou 1965, à moins que pour vous, un pays où certains ne peuvent pas voter à cause de la couleur de leur peau soit une démocratie. Je ne vois pas qui pourrait tenir ce genre de raisonnement. Il a dit « Votre vie s'arrête le jour où vous vous taisez sur les choses qui sont importantes, comme la vie, la poursuite du bonheur, la liberté, l'égalité et l'équité. » Il a dit « Ça va plus loin que les droits civiques. On va aussi se battre contre la guerre, contre la pauvreté. Et on va aller à Washington et paralyser toute la ville avec la non-violence et l'amour. » Et on a envie de lui dire « Hé mec, maintenant tu pourrais trouver un poste dans une université. Tu pourrais te la couler douce. Tu as fait voter la loi. T'as écrit des livres. Qu'est-ce que tu veux encore ?» Mais il y croyait. Et je trouve ça émouvant. Parce que j'y crois aussi. Le Dr King s'est dit, après Selma, qu'est-ce qu'on fait? Certains voulaient qu'il poursuive son combat dans le Nord. Mais est-ce que la non-violence allait marcher dans le Nord? En tout cas, il fallait continuer. Quand on repense au Dr King, on le revoit toujours sur le Washington Mall avec son discours « J'ai fait un rêve ». Mais ce n'est qu'un moment parmi d'autres. Beaucoup de ses tentatives se sont soldées par des échecs. Comme Chicago. Il avait de grandes ambitions pour Chicago, notamment dans les quartiers les plus déshérités.
Martin Luther King avait conscience que la discrimination et l'oppression dans les villes du Nord étaient aussi aiguës que dans le Sud. Les meurtres et les agressions de là-bas n'étaient pas différents des lynchages dans le Sud. Le Dr King, qui était vu comme un leader du Sud, s'est installé avec sa famille dans un quartier très pauvre de Chicago pour importer son combat dans le Nord. Coretta n'était pas contente. Leurs enfants ont eu du mal à s'adapter. Aucune mère et épouse n'aurait envie de faire subir ça à sa famille. Mais elle a compris que c'était une bonne décision et elle l'a soutenue. Il a combattu les restrictions immobilières imposées aux Noirs. Il a dit « Je n'ai jamais vu un tel racisme ». On a commencé à manifester jusqu'au quartier blanc. Les Blancs se sont mobilisés contre nous. Ils nous lançaient des briques et des bouteilles sur fond de peur raciale. Les gens aiment l'idée du changement, plus que le processus du changement. Chicago ne lui a pas donné l'amour et le soutien qu'il imaginait. Son expérience à Chicago contre les taudis a été un échec. Il y avait des taudis quand il est arrivé, et ils étaient toujours là quand il est reparti. I think it's one of the most tragic pictures of man's inhumanity to man that I've ever seen. I've been in Mississippi and Alabama, but I can assure you that the hatred and the hostility here are really deeper than what I've seen in Alabama and Mississippi. Ça a changé la vision du Dr King sur le problème. Ce n'était pas simplement des lois injustes et des gens racistes, mais un mal spirituel profond qui rongeait le pays. There is no doubt about the despair in the Negro community, and I don't think we deal with that despair by doing nothing. We've got to have outlets through which people can channelize their legitimate discontent. En 1963, au moment de la marche sur Washington et du discours « J'ai fait un rêve », c'était la première fois que les gens voyaient à la télé ou dans la presse un prêcheur baptiste. Donc, ils ont été électrisés par son éloquence et son charisme. Ils se sont dit « Bon sang, quel homme extraordinaire !» Moins de 4 ans plus tard, il a fait un discours contre la guerre du Vietnam, intitulé « Il est temps de briser le silence ». A time comes when silence is betrayal. That time has come for us in relation to Vietnam. C'était un discours incroyable et très complet sur ce qui posait problème dans cette guerre. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. Ce discours m'a profondément marqué, et je l'ai souvent dit depuis lors, parce qu'il illustre parfaitement l'approche de Martin Luther King. Il faut mettre ce qui est juste ou moral au-dessus de ce qui est rapide ou pratique sur le plan politique. C'est ce qui distingue le mouvement et la tradition de King des autres militants pour les droits civiques. The good news was meant for all men, for communists and capitalists, for their children and ours, for black and for white, for revolutionary and conservative. Mais après avoir dit ça, le Dr King a été ostracisé. Il est devenu l'un des leaders les plus impopulaires des États-Unis. Cet homme, qui avait été porté au nu et couronné du prix Nobel de la paix, n'était plus vraiment un héros, mais avant tout une menace. Il était le noir le plus dangereux des États-Unis d'Amérique, selon les mots du FBI. Le président de la NAACP et le président de l'Urban League l'ont désavoué. All such
devotions to another ideal inevitably detract from the main show. The main show for us is right here, civil rights. Tout le mouvement pour les droits civiques lui a tourné le dos. The day of Martin Luther King's nonviolence has come to an end. The real problem with violence is that we have never been violent. We have been too nonviolent. Publiquement, il disait « Je ne comprends pas pourquoi Whitney Young a dit ça » ou « Je ne comprends pas pourquoi Roy ou un tel de l'Urban League a dit ça ». Mais en privé, ça lui faisait mal. Il en pleurait. Il était découragé. Quoi? Ils ne me connaissent pas? À quoi ils s'attendent? Ils ne savent pas qui je suis? I feel that this war is damaging the soul of our nation, and it is diverting attention from civil rights. So I don't see how anybody can fail to see the interrelatedness of the two issues. Il a dit, peut-être que je devrais prendre ma retraite. Peut-être que je devrais laisser tomber. Peut-être que je devrais faire la grève de la faim. Mais j'y ai bien réfléchi. Je ne peux pas arrêter. Les autres n'ont jamais baissé les bras, les militants d'autrefois. Frédéric Douglass n'a jamais renoncé. Harriet Tubman n'a pas renoncé. Je ne pourrais pas les regarder en face si je vais au ciel après avoir arrêté. We are going more and more to the depths and I should say to the doom that follows arrogance of power. Il y a eu une période pendant laquelle il était perturbé par beaucoup de choses. Par ses déplacements incessants, par le perpétuel sentiment d'insécurité financière et par sa culpabilité, parce qu'il ne passait pas assez de temps avec ses enfants, parce qu'il n'était pas assez souvent à la maison et n'était pas, je le cite, un bon mari ou un mari plus traditionnel. Il était perturbé en pensant à sa propre mort, et il avait de bonnes raisons de se faire du souci. Il a traversé des phases de profonde dépression, pendant lesquelles il était très fataliste. Je me souviens en avoir discuté avec son médecin à New York, qui a recommandé qu'il prenne rendez-vous avec un psychiatre. Ce médecin a dit « Je pense qu'il doit consulter de toute urgence ». Je me suis penché vers lui et j'ai dit « Martin Luther King Jr. n'ira pas chez un psychiatre. Martin n'ira pas chez un psychiatre. » C'était de l'arrogance, je le reconnais. Je suis arrogant. C'est vrai, je suis arrogant. Il est hors de question que je laisse le Dr King consulter un psychiatre. Je refusais de courir le risque qu'un psychiatre inconnu, quelle que soit son identité, soit ensuite approché par ceux qui voulaient nuire au Dr King, et notamment le FBI. Parce que le FBI était dirigé par un psychopathe. John Edgar Hoover était un psychopathe et un raciste pur et dur. J'imaginais déjà que le FBI apprenne qu'il avait consulté un psychiatre, qu'il aille le voir et le manipule pour le faire parler. Ensuite, le FBI et Hoover auraient su tout ce qui aurait été dit pendant la consultation. C'était mon instinct. Parce que je l'aimais. Il allait très mal. Quand les éboueurs ont eu des problèmes à Memphis et lui ont demandé de venir, on l'a supplié de ne pas y aller. Quand je l'ai appelé la première fois, sa réponse a été « oui », tout de suite, sans réserve. Beaucoup de gens dans son camp ne voulaient pas qu'il y aille. Il planifiait déjà des actions pour tout l'été. Pourquoi est-ce qu'on va à Memphis? Pourquoi est-ce qu'on va aider ces éboueurs? Je dois y aller. Il avait reçu énormément de menaces de mort. Il y avait eu un attentat contre sa maison, il avait été poignardé. Rien que pour aller à Memphis, il avait fallu évacuer l'avion parce qu'il y avait eu une alerte à la bombe. Il ne pouvait même pas aller à Memphis sans être menacé de mort. Et cet homme n'était pas en acier. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Il marchait au milieu de la foule.
to the real possibility of the inevitability of death. J'ai toujours pensé que Martin se battait pour les grandes causes, c'est-à-dire le droit de vote et la déségrégation. Mais il est allé à Memphis pour défendre des éboueurs qui réclamaient le droit de se syndiquer et de meilleurs salaires. Pour lui, tout le monde était important. Tous les combats étaient valables. À la base, c'était une manifestation jusqu'à la mairie, aller-retour. Mais quelqu'un a payé des gamins pour créer des débordements. Et ils se sont mis à casser des vitrines. J'ai demandé au premier rang de s'arrêter. Et j'ai dit à Martin Luther King, « Je suis allé devant et la police barre la route. Les flics sont en tenue anti-émeute. Ils en ont après vous. Vous devez vous en aller. » Il a protesté. On était près d'une petite rue. Je lui ai demandé de la prendre, de sauter dans un taxi et de rentrer à l'hôtel. Le Dr King était allé à Memphis pour aider ses éboueurs. On lui a demandé de quitter la manifestation et ensuite, tous les médias nationaux lui sont tombés dessus à bras raccourcis en disant « il a détalé ». Il a lancé une manifestation violente et il a détalé comme une poule mouillée. Ils l'ont accusé de lâcheté, alors qu'il avait quitté la manifestation parce que j'avais insisté, et à contre-cœur. Le New York Times a dit « l'ère Martin Luther King est révolue ». Terminé. When a nation runs wild, violently in the world, it creates a climate for violence within its own confines. C'est dans ce contexte qu'il a réuni son équipe et dit « il faut qu'on retourne à Memphis ». Et il leur a fait la leçon à tous. Il fallait retourner à Memphis parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été mis sur la touche. Le New York Times avait dit que King était fini, que sa carrière était derrière lui. Il était malade, fatigué. Il devait faire un discours. Il ne voulait pas y aller. Il était tellement déprimé qu'il ne voulait pas prendre la parole ce soir-là. Il a dit au docteur Abernathy d'y aller à sa place. Le révérend Abernathy et moi, on est allés à l'église. On est arrivés à Mason Temple Church. Il pleuvait beaucoup. On s'est avancé sur le côté et les gens ont commencé à applaudir. On est allé jusqu'à la cabine téléphonique et on a appelé le Dr King pour dire « Vous devriez venir. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps, mais les gens vous attendent. C'est juste pour qu'ils vous voient. » Il avait une pression énorme. Il était critiqué par les médias. On disait qu'il était fini. Les jeunes le traitaient de vendu, d'oncle Tom, dans tout le pays. Le Black Power montait en puissance et les racistes le visaient. C'est cet homme qui est arrivé au pupitre ce soir-là. Il aurait pu se contenter de venir dire « merci beaucoup, mais je ne suis pas très en forme » et parler 3 ou 4 minutes. Les gens auraient été contents de l'entendre et il serait rentré chez lui pour se coucher. Non. Il estimait que ces éboueurs noirs, qui s'étaient déplacés malgré l'orage et qui faisaient grève, méritaient qu'il donne la pleine mesure de sa personne et de son message. C'était une projection de son propre parcours. Il a dit qu'il fallait surmonter sa propre douleur et ses propres difficultés. Des références littéraires, des références bibliques, une analyse politique. C'est un discours incroyable. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. Il traitait chaque membre de son auditoire comme si personne d'autre ne comptait, tout en se demandant où était le sniper. Some began to talk about the threats that were out. What would happen to me from some of our sick white brothers. Quand il avait suivi les funérailles de Kennedy à la télévision avec sa femme, Martin Luther King avait dit à Coretta « C'est comme ça que je vais être assassiné ». Il regarde de tous les côtés parce qu'il est attaqué de toutes parts. Je ne sais pas s'il cherchait un tireur, ou un militant noir qui allait le provoquer, ou un raciste blanc qui allait se lever et lui faire sauter la cervelle. Tout pouvait arriver. Quand vous savez que vos jours sont comptés, où que vous alliez,
Vos yeux cherchent partout. On voit son regard qui balaye tout le temps la salle. Il guette de tous les côtés, en haut, à gauche, à droite. À un moment, il semble avoir franchi le pas vers l'acceptation de son sort. Voilà, je suis arrivé à la fin. Quand il dit « je m'en remets à la volonté divine », ça me donne des frissons dans tout le corps, à chaque fois. Il avait compris qu'il n'avait vécu et survécu que par la grâce, la miséricorde et le pardon de Dieu. Au lieu d'être déprimé et d'avoir peur de la mort, je crois qu'il est allé à Memphis parce qu'il avait réalisé que son heure était venue et qu'il ne voulait pas se trouver à New York, Washington quand ça arriverait, mais être avec les pauvres. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Je pense qu'il savait quelque chose que nous ignorions. Il savait que la fin était proche. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. Malgré la pression qui pesait sur ses épaules, son message était « Je vous le dis, nous allons y arriver. Ne renoncez pas. » Sa détermination n'a jamais été ébranlée. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. On lit beaucoup de choses sur son visage. On voit son esprit, un esprit fatigué, mais toujours combatif. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Il savait qu'il avait fait un tabac. C'était ses derniers mots. Ensuite, il a reculé et son équipe l'a pris dans ses bras. C'était un moment très fort. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire en ce bas monde. Il s'est écroulé dans les bras de Ralph. Il n'a pas terminé son discours. La foule s'est levée, il s'est tourné et il s'est écroulé. Il était vide et il avait tout donné. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Nous ne pouvons pas décider quand, où et comment nous mourrons. Mais nous pouvons choisir pourquoi nous mourrons. Martin était clair sur la cause pour laquelle il était prêt à mourir. En 12 ans et 4 mois, à l'exception de la présidence d'Abraham Lincoln et de la proclamation de l'émancipation en 1863, Martin Luther King Jr. a accompli plus pour la justice et l'égalité politique, sociale et raciale aux États-Unis que toute autre personne et événement depuis la fondation du pays 240 ans plus tôt. C'était quelqu'un. On a mis fin à la guerre du Vietnam. Il avait raison sur cette guerre. On a fini par renforcer le droit de vote. On a fini par avoir un noir à la Maison-Blanche. À bien des égards, le Dr King continue à gagner. Quand il faisait des rêves pour ses enfants, il imaginait un avenir différent pour eux et pour leurs enfants. Parfois, il faut se projeter dans 50 ou 100 ans et se demander ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer la vie des générations futures. Le Dr King a dit « Si je ne suis pas libre, personne n'est libre ». Je pense que c'est une phrase merveilleuse et très juste, parce que c'est vrai. Si on voit une fuite dans la toiture, on sait qu'il vaut mieux la réparer.
Pourquoi on ne comprend pas que c'est vrai aussi de la société? Quand on voit l'oppression dans notre vie quotidienne, pourquoi penser qu'on peut fermer les yeux? On ne peut pas dire qu'on n'a pas été à la hauteur de son message. Mais on a beaucoup d'obstacles à surmonter. C'est une immense bataille. C'est un problème systémique, profond, historique. On devra toujours mener ce combat. Aujourd'hui, il reste un symbole d'espoir. On se dit qu'on peut changer le monde. Quand vous répétez à vos enfants, tu peux être quelqu'un, tu peux changer le monde, être le changement que tu veux voir dans le monde, ils vous répondent non, je ne vais pas y arriver. Mais là, vous pouvez leur dire, regarde Martin Luther King, il a réussi, il était comme toi et moi. Avec ce genre d'héritage, je crois que son nom restera toujours au top. C'est une icône. Quand on va chez un Afro-Américain, il y a toujours 2 portraits au mur. Jésus et Martin Luther King Jr. Au même niveau. Le plus important message du Dr King n'est pas « j'ai fait un rêve », mais plutôt quand il a dit « je ne laisserai jamais un homme me rabaisser au point de susciter ma haine ». C'était sa prise de position sur sa propre humanité, sa propre dignité et sa foi dans la dignité des Noirs et des peuples opprimés. Il disait « quoi qu'ils nous fassent, nous ne deviendrons pas comme eux ». Cet héritage, en substance, c'est la justice pour tous, la générosité envers autrui et l'amour qui libère les gens. L'héritage de King, en une phrase, c'est « l'amour est le plus fort ». Quand j'ai le choix entre suivre tous ceux qui ne nous guident pas avec inspiration et celui qui guidait avec amour, j'opte pour le Dr King. Il est Moïse. Si on échoue dans ce pays, l'histoire dira que le prophète King a livré bataille et donné sa vie. Il croyait dans la puissance de la vérité. Il croyait dans le pouvoir de la prière. Et il nous a appris à vivre. Il nous a aussi appris à mourir. Les rêves de Martin Luther King sont probablement encore plus vivants aujourd'hui qu'à sa mort, il y a 50 ans. Où qu'on aille dans le monde, ceux qui se battent pour leur liberté chantent toujours « We shall overcome ». On ne peut pas entendre quelqu'un parler d'injustice sans qu'il cite Martin Luther King. Donc, c'est comme si cette balle ne l'avait pas tué. Son corps a été enterré, mais pas son esprit. Certains d'entre nous n'ont pas baissé les bras. Certains d'entre nous croient toujours que nous atteindrons la terre promise. Je pense qu'il nous pardonnerait si on échouait, mais pas si on renonçait.
Thank you.